Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur avec un joueur d'échecs français et pas des moindres. Attention, monsieur Maxime Vachier-Lagarde, MVL, qui nous sort tout droit d'une compétition là, qui était donc par écran interposé. Donc comment est-ce que ça se passe, Maxime, les ajustements que vous pouvez avoir par rapport aux autres sportifs entre en IRL, donc in real life, et puis là justement par écran interposé? Oui, bonjour déjà. Et donc, c'est vrai que c'est une option supplémentaire qu'on a de pouvoir jouer des tournois via des plateformes online. Donc, on joue sur un écran. Et c'est vrai qu'il y a déjà des différences entre jouer sur un écran avec un diagramme en 2 dimensions par rapport à jouer avec des pièces physiques. Donc, il y a moins de sens de responsabilité, par exemple, quand on va cliquer sur la souris pour bouger une pièce, que quand on va toucher la pièce en réel. Il y a aussi une représentation spatiale qui est assez différente. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de mieux voir aussi par habitude un échiquier qui est en 3 dimensions. Et de manière générale, c'est une constante quand même chez beaucoup de joueurs. Il y a plus de compétitivité, plus des meilleures parties qui sont jouées sur un échiquier réel que online. La qualité des parties jouées à ces derniers tournois le prouve. Il y a un autre point, c'est... Non, j'ai parlé du sens. Je cherche. Oui, c'est la fatigue de jouer sur un écran, donc le manque d'habitude. Si on joue pendant 4 heures, forcément, au bout d'un moment, il y a une fatigue visuelle qui fait que c'est plus dur et donc c'est d'une certaine manière plus intense online. Ah, et oui, voilà, le dernier point que je cherchais, c'est que parfois, par exemple, pendant nos préparations, on se prépare sur ordinateur. Donc, on voit une position et quand on la voit sur notre échiquier, sur notre écran, qu'on se dit ça va, je peux le jouer, et qu'on arrive devant l'échiquier, qu'on la joue, il y a des différentes sensations. On peut explorer la position d'une manière différente une fois qu'on est devant l'échiquier et se dire peut-être que j'aurais pas dû rentrer là-dedans avec autant d'envie. De fou. Et vous préférez quoi? Jouer justement en cette période de confinement où vous étiez à distance avec les adversaires ou au contraire être présent physiquement? Alors oui, ça c'est un autre point. Je préfère quand même la présence physique. Je préfère avoir la possibilité, entre guillemets, d'examiner l'adversaire. Ça se rapproche plus, par exemple, d'un combat de boxe. Il n'y a pas de coups qui sont portés, mais ça va être des coups via les mouvements des pièces, via parfois les regards, évidemment, via parfois les signes extérieurs que vont envoyer l'adversaire, s'il se sent en confort, s'il se sent au contraire un peu en difficulté. Parfois sur certains joueurs c'est assez visible. Évidemment s'il bluffe, aussi s'il a cette sensation de sécurité mais que nous on a préparé un piège et qu'on sent justement qu'il y a plus de chances qu'il tombe dedans parce que justement il est entre guillemets trop relax. Voilà, donc il y a tout ce tas de paramètres qu'on n'a pas quand on joue online. Et ça va être ma toute dernière question ensuite avant de laisser passer la parole à Rost. On avait déjà interviewé des joueurs justement de poker qui disaient qu'il y avait une énorme différence entre jouer en ligne et jouer en physique. L'aspect mental, est-ce que vous vous en servez justement quand vous êtes dans vos parties? Un petit peu. Alors, de toute façon, aux échecs, il y a une grande part de psychologie. Et par exemple, il y a des joueurs qui avaient le talent pour être champion du monde, ou au moins très très fort, et qui n'ont pas passé certains paliers par justement manque de mental. Mais alors, qui peut se révéler dans plusieurs situations. Donc, soit en cours de partie, soit qui ne supportent pas la défaite et qui y réagissent mal, soit parfois ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils jouent très très bien, ils comprennent très bien la position, mais leur nerf lâche en partie, ils se sentent pas à l'aise d'avoir autant de responsabilités en partie, et donc parfois, j'ai même l'exemple d'un joueur qui
avait calculé pendant une demi-heure une ligne parfaitement de A à Z qui menait au gain. Et il a fini par ne pas la jouer parce que trop risqué. Voilà. Ah ouais, quand même. Hein. Mais d'ailleurs, donc il y a un vrai combat mental qui s'opère et c'est vrai que c'est survival of the fittest. Oui. Voilà. Mais comment est-ce que ça se passe d'ailleurs? Parce que tu as évoqué tout. Est-ce qu'on peut se tutoyer si c'est. Oui, ce sera beaucoup plus simple. Ah, ok, impec. Allez. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que du coup tu te préparais à certains coups avant de rencontrer une personne. Est-ce que de la même manière, tu t'évoquais la boxe que les sports de combat, il y a une notion de game plan spécifique à certains adversaires et du coup tu connais un petit peu ses habitudes et tu les travailles en amont pour arriver à être préparé à lui spécifiquement? Ouais, chaque joueur a son propre répertoire de début de partie et son style de jeu. Et donc certains joueurs vont être plus forts dans certaines positions, ou alors dans certaines situations et certaines faiblesses. Alors même si évidemment au top niveau, les joueurs sont capables de jouer n'importe quel type de position, mais certains vont jouer certaines mieux que d'autres. Donc avec tous ces petits ajustements, oui, on développe un game plan spécifique. On choisit l'ouverture qu'on va jouer. Alors même si après l'adversaire il n'est pas en reste, donc il peut choisir de nous surprendre avant. Ça c'est toute la question, qui va réussir à surprendre l'autre avant et avec quelle efficacité. Ça rentre beaucoup en compte au final dans le résultat final d'une partie. Je pense que le début de la partie peut influencer à 100% le résultat de la partie. Et souvent, celui qui sort vainqueur du duel théorique, on va dire, a pris un edge à peut-être 15-20%. D'accord. Ok. Ouais, c'est quand même énorme. Après, comme en fait, donc avoir les blancs, c'est beaucoup plus avantageux qu'avoir les noirs. En fait, avec les noirs, égaliser tout de suite, c'est un gros succès. Donc là, on gagne 10% PV, on va dire. Donc on passe de 45 à 52, 53, et puis voilà, on est tranquille. Et si avec les blancs, au contraire, on réussit à bien surprendre l'adversaire et à obtenir une position pas forcément avantageuse, mais où l'autre est sorti de sa zone de confort, il a perdu du temps aussi, puisqu'il y a l'aspect pendule qui va jouer un rôle. Donc on passe de 55 à 65, 70% de V, et puis voilà. Donc ça joue beaucoup pour le résultat d'une partie. Après, si je suis pas en forme, je peux avoir la meilleure position du monde, peut-être pas, mais si derrière je fais trop d'imprécision, je vais gâcher, et puis voilà. Mais d'ailleurs, ça, c'est une question, et personnellement, c'est vrai que ça me fascine aussi ce côté. Il y a quand même besoin d'une concentration qui est extrême sur une longue période. Est-ce que ça, tu le travailles? J'imagine que oui, et comment? Ouais, alors le travailler, évidemment, il y a une part de travail, mais c'est vrai qu'être capable de ne pas relâcher son intention pendant une partie qui peut durer 4 à 6 heures, c'est compliqué. Voilà, et c'est vrai qu'il y a, par exemple, les échecs, on va dire, je les compare assez facilement toujours à deux sports individuels, c'est le tennis et la boxe. Voilà. Mais alors au tennis, par contre, on peut relâcher son attention pendant un point, faire une grosse cagade, envoyer un coup droit dans les bâches. C'est pas grave, tu perds un point. Alors bon, si c'est une balle de 7, tu perds un 7. Tu peux revenir. Aux échecs, si tu fais un coup vraiment catastrophique, à 99%, tu reviens pas. Et c'est pareil à la boxe. Tu peux mener au point. Bon, évidemment, ça dure moins longtemps un combat de boxe qu'une partie d'échecs. C'est là que, par exemple, un match de tennis en Grand Chelem qui, par exemple, va durer 3h30, 4 heures, là, ça se rapproche énormément du jeu d'échecs. Mais de toute façon, en boxe, c'est vrai que si tu relâches ton attention vraiment de façon trop significative, bam, tu prends l'uppercut et puis ciao, à dans un an. Ouais, bah non, bah c'est sûr. Et du coup, comment dire, lors d'une compétition, par exemple, bon, bah alors là, la comparaison ça va être un grand écart à la Van Damme, hein. Mais on a interviewé un strongman, un participant de strongman il y a quelques temps, et qui disait qu'il avait besoin, puisque l'effort était tel, d'une vraie récupération de plusieurs jours après une compétition de strongman, parce que physiquement, bon, bah, c'est ultra, ultra taxant. Est-ce que pour vous, après une compétition qui dure peut-être plusieurs jours, c'est un peu pareil? Vous êtes vraiment drainé et vidé mentalement? Alors, plusieurs jours, non. Alors, évidemment, il y a un vrai drainage mental et physique.
et physique. Mais bon, les deux sont liés, hein, de toute façon. Et souvent, quand le physique flanche, le mental va flancher derrière. Enfin, bon, ça, c'est une évidence. Mais on va dire une compétition d'une semaine, on a l'habitude, et j'ai même parfois l'habitude d'en enchaîner 2 voire 3 de suite, même si c'est assez rare, ça peut arriver. La difficulté commence, on va dire, vraiment, je pense que le cap 2 semaines encore ça va, mais le cap des 3 semaines, elle commence à être très dur à passer. Et je sais que j'ai joué en fait, il y a une compétition à élimination directe tous les 2 ans qui se déroule sur 1 mois. Et souvent, alors après, on va dire que de manière générale, tous les joueurs commencent à moins bien jouer justement. Et ça, c'est dommage, c'est que tu arrives en demi-finale puis en finale, et là, tu te mets à moins bien jouer. C'est pas, c'est dommage. pas normal, c'est dommage. En Grand Chelem, les mecs, ils jouent leur meilleur tennis en finale. Bon, aussi parce qu'ils ont plus de jours de récup, parce qu'ils ont l'habitude du truc. Nous, c'est vrai qu'on a moins l'habitude. Et au bout de 3 semaines, il y a une vraie... simplement, je pense que c'est à cause du besoin de concentration en permanence pendant les parties. C'est ça qui draine le plus d'énergie. Ça, plus la prépa d'avant-partie, et voilà. Et donc oui, au bout de 3 semaines, généralement, c'est un cap qui est très difficile à passer pour les joueurs, et moi le premier. Et du coup, c'est un régime particulier. Là, c'est vraiment dans le spécifique, mais vous mangez particulièrement. Vous avez une hygiène de vie juste avant et pendant les compétitions qui est spécifique par l'effort spécial que ça demande. Ouais, alors d'une manière générale, oui. Après, j'ai pas de vrai plan, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences. C'est-à-dire, déjà, je peux jouer blessé. Je peux jouer malade, même si je vais moins bien jouer, je peux jouer malade. Ouais. Je peux jouer blessé. Alors, il y a le cas d'un joueur qui s'était cassé une jambe, enfin plus ou moins, je sais plus, fracture de la hanche, un truc du genre. Donc, il en a eu pour 6 mois en béquille quand même. Et pendant cette période, il avait enchaîné 100 parties de suite sans défaite. Faut qu'il se casse la jambe plus souvent. Voilà. Okay. Il avait été contraint de déclarer forfait au tournoi où il prenait part au moment où il s'est cassé la jambe, mais ensuite, il s'est fait opérer, et puis ça n'avait pas impacté en fait son niveau de jeu. D'accord. Donc après, oui, évidemment, un bon sommeil, une bonne alimentation, un bon entraînement physique, évidemment, ce sont des détails qui font la différence et qui sont pris en compte par l'ensemble des joueurs du top niveau. Et par rapport à ça, toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent? Je sais pas, est-ce que tu as un staff qui te prépare mentalement, même physiquement, pourquoi pas, pour faire en sorte que tu sois à chaque fois en forme optimale? Alors, j'ai pris un coach physique très récemment. Voilà, donc là, ça fait 2-3 mois et je ressens, oui, des différences. Parce que bon, il y a toujours, en fait, c'est juste, bon, j'ai pas un bon niveau, on va dire, en termes de sport pur, genre musculation, même course à pied. Bon, je me débrouille, mais pas rien de spécial, quoi. C'est pas la condition physique, on va dire, d'un footballeur de haut niveau ou d'un boxeur, etc. D'ailleurs, je suis jamais monté sur un ring et pour le moment, c'est pour le mieux. Mais après, ce qui m'aide aussi, c'est que je m'intéresse au sport. Donc ça, je suis pas mal de sport. Donc ça, c'est vrai que je vois un peu ce qui se fait aussi partout ailleurs, même si j'ai pas la même condition physique. Donc ouais, ça fait une énorme différence d'avoir un coach physique, ça je m'en suis aperçu. J'ai également une préparatrice mentale depuis 1 an, donc pour m'aider à débriefer certains moments clés, puisque encore une fois, voilà, je suis 5e mondial et à ce niveau-là, ça va se jouer sur des détails. Donc l'alimentation joue un rôle, le sommeil joue un rôle. D'ailleurs, parfois c'est un problème pour moi, mais bon, ça, faut toujours réussir quand même en compétition à trouver le bon équilibre. Donc, alimentation, sommeil, entraînement physique, et puis voilà, être capable justement de percer ce qui n'est pas allé dans les précédents tournois, ce qui est allé, ce qu'il faut répéter, ce qu'il faut essayer d'éviter, et les réflexes quoi, que j'ai pris l'habitude d'avoir depuis maintenant 25 ans que je joue aux échecs. Donc voilà, en fait, j'ai forgé mon caractère de joueur d'échecs au fil de ces 25 années, à partir du moment où j'étais complètement débutant, puis au fur et à mesure des étapes,
fait, j'ai testé et par expérience, j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, mais il y a certains réflexes, mauvais réflexes qui restent ancrés et qui peuvent jouer des tours, et c'est là que parfois un regard extérieur est pas mal. Et c'est dingue parce que, mine de rien, entre la personne qui t'accompagne justement pour toute cette partie mentale et le préparateur physique, c'est quand même assez récent. C'est quoi? C'est toi, tu t'es dit, pour tes résultats, à chaque fois, tu passais à ça et tu veux justement réussir à faire la différence maintenant? Parce qu'on peut se dire que en 2016 déjà, quand tu étais numéro 2, tu aurais pu déjà avoir quelqu'un qui t'accompagne et tu étais quand même, quand on est numéro 2, bon, on se dit, c'est déjà pas mal, hein. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est dur de faire des ajustements quand tout va bien. C'est parfois une difficulté, c'est parfois une difficulté de jet aussi. Voilà, quand tout va bien, on a du mal, on s'installe dans une routine et on a du mal à la changer. Donc, du coup, j'avais voilà, mes préparations échiquiennes qui marchaient très bien. Et d'ailleurs, mon coach actuel est celui que j'ai depuis 2015. Donc, ça, c'est pas un souci. Donc, après, oui, il y a forcément avec des échéances plus importantes, il y a aussi un élargissement. Le truc naturel à faire, c'est un élargissement du staff échiquien, donc avoir plus de personnes qui travaillent et aussi des ordinateurs plus puissants. Donc, tout ça, ça représentait un budget. Et après, c'est vrai que j'avais pas dans un premier temps l'idée d'apporter un coach physique, puisque aussi, bon, après, ça fait partie de ma mentalité. À la base, c'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, me débrouiller tout seul. Donc, évidemment, alors avoir un coach échiquien, c'est une évidence, il n'y a pas de choix, parce que la nuit avant les parties, c'est pas moi qui vais faire le sale boulot. Ça, c'est clair. Mais et comment ça se passe du coup parce que tu évoques le fait que tu t'entraînes aussi avec des ordinateurs. Simplement d'un point de vue, c'est comment dire, c'est ta discipline, mais comment est-ce que vous gérez le fait que vous pourriez disputer des parties qui sont presque encore plus complexes, j'imagine, contre des ordinateurs? Mais du coup, bah, évidemment, c'est ce que demande probablement le public. C'est ce qui est intéressant dans le sport, c'est que vous affrontez les uns les autres. Comment est-ce que tu vois, toi, le fait que, bah, en réalité, l'adversaire le plus puissant que tu pourrais probablement affronter, le meilleur, ce serait sûrement un ordinateur? Oui, alors ça, on le prend à la rigolade, c'est-à-dire que maintenant, en fait, les seuls matchs qui sont faits entre des joueurs humains et des ordinateurs au summum de leur puissance, c'est des matchs à handicap. Et on n'en sort pas grandi, entre guillemets. Donc, après, c'est une expérience marrante, mais c'est vrai que ça fout un coup à l'ego. Mais du coup, oui, les ordinateurs sont en dehors de l'équation. Et en fait, l'avantage de l'ordinateur, c'est que ça nous aide à nous préparer, à trouver des nouvelles idées. Et puis, d'une manière générale, c'est assez égalitaire, ce qui fait qu'en fait, ça a changé beaucoup de choses, l'ordinateur, par exemple. Pendant 50 ans, il y a eu une domination soviétique incroyable sur le monde des échecs. Bon, il y a eu un champion du monde américain en 50 ans, tout le reste c'était URSS jusqu'au début des années 2000, donc c'était Russie, mais voilà. Et donc le truc, c'est que comme à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, qu'est-ce qu'on utilisait pour s'entraîner? Les livres, toute la littérature était en cyrillique, en russe, avec les meilleurs joueurs de l'époque qui donnaient leurs opinions, et les meilleurs entraîneurs, forcément, ils étaient russes. Il y avait le champion du monde des années 1950, donc Botvinnik, qui a fondé son école. Il a eu sous son aile, on va dire, au moins, je dirais, 3 champions du monde, sans doute plus. Enfin, futurs. Donc voilà, peut-être la totalité des champions du monde soviétiques qui ont suivi, on va dire, son règne. Donc oui, c'est clair que ça joue un rôle. Et maintenant, l'entraîneur, c'est l'ordinateur. Évidemment, il y a les moyens Internet qui font que, voilà, si je veux me payer un coach russe, je peux me payer un coach russe. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, si la France a obtenu des joueurs aussi forts à un moment, alors qu'on était quand même, on va dire, très en dessous de la hiérarchie mondiale dans les années 80, c'est que début des années 90, il y a le mur de Berlin qui saute. Il y a pas mal d'entraîneurs soviétiques qui arrivent en France ou dans d'autres pays aux alentours, et ils ont formé en fait tous les 3 meilleurs joueurs français et même les 4 meilleurs joueurs français, on va dire de l'histoire récente, ont été façonnés par l'école russe. Et d'ailleurs, indirectement ou indirectement, c'est-à-dire il y a eu Joël Lautier d'abord, qui lui c'était à l'école russe, je crois que c'était Polugaevski, qui était top 3 ou 5 mondial.
Ensuite, Étienne Bacrot, c'était notamment, entre autres, Yossif Dorfman, qui a été quand même entraîneur de Kasparov pendant un moment. Et puis moi, c'est pareil. Donc, et puis là, comme j'ai Étienne aussi comme coach, voilà, il y a une rigueur aussi qui m'a apporté, bon, que j'avais déjà obtenu avant avec d'autres coachs. Hein, mais voilà, donc tout est façonné par cet événement. Et d'ailleurs, comment est-ce que ça se passe la différence entre les échecs, la manière dont dont les jeunes sont formés, que ce soit en France par rapport, par exemple, en Russie, il me semble que c'est dans des programmes en fait. Il y a vraiment des programmes où les jeunes sont groomés depuis le début, et donc forcément, ça aide beaucoup plus, j'imagine, à produire des générations de joueurs d'échecs ultra talentueux parce que suivis depuis le début. De ce que je sais, c'est pas le cas en France, et pourtant, on a des gars du coup comme toi et des gens qui se hissent au top niveau mondial sans ça. Comment est-ce que tu l'expliques? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de chance, ça c'est clair. Et puis par exemple, le champion du monde norvégien, c'est encore une fois, c'est de la chance. C'est un 1 sur 10 millions ou 1 sur 100 millions des talents comme ça. Et c'est clair que voilà, ça tombe sur la Norvège. Et la Norvège n'était pas du tout prédestinée à être un pays d'échecs. Mais évidemment, la façon la plus efficace de détecter des talents, c'est évidemment par des programmes d'entraînement. Alors, la Russie était extrêmement en avance sur ce domaine. Il y a des pays qui rattrapent leur retard. Alors, il y a l'Inde, il y a la Chine. Voilà, la Chine a eu un petit peu de mal au début parce qu'ils comptaient sur les ressources locales et donc ils n'avaient pas d'entraîneurs en dehors de Chine quasiment. Donc notamment pas d'entraîneurs soviétiques et donc ils avaient beaucoup de joueurs très forts mais aucun qui s'était hissé au très très haut niveau mondial et là maintenant ils en ont au moins un qui peut prétendre au titre mondial dans les prochaines années. Donc il y a les US, il y a l'Inde et la France. On a démarré un programme, donc en fait c'est Étienne, donc c'est mon coach qui s'en charge et qui a, avec d'autres entraîneurs français, puisque évidemment il y a pas mal de grands maîtres français qui sont aptes à faire ça, même si évidemment bon, ça va pas être un Kramnik, un des top joueurs du monde. Bon, ça permet quand même de bien faire avancer les choses. Et donc oui, qui ont pris sous leur aile les meilleurs talents français. Et donc on a quelques talents qui, je l'espère, à terme vont pouvoir imprimer une nouvelle génération de très grands joueurs français et peut-être dans ma ligne. Et vous êtes toute une génération, là, quand on regarde le top mondial, à avoir entre 27 et 29 ans. Est-ce qu'il y a une usure physique après ça? Toi, quand est-ce que tu vois ton top, entre guillemets, dans la discipline, sachant que ça fait 25 ans déjà que tu pratiques? C'est quoi? Il y a une usure qui se fait mentale au bout d'un moment et en gros, les gens se disent, bon, bah, j'ai envie de passer à autre chose. Comment on explique ça? Ouais, alors là, ça dépend des personnes. Il y a plusieurs paramètres. Il y a des gens qui sont tellement passionnés qu'ils vont continuer parfois jusqu'à leurs 50 ans et puis, par exemple, et qui y arrivent. Je pense notamment à Nand, le champion indien qui vient de fêter ses 50 ans, je crois, en décembre, et qui se bat encore à armes égales avec les joueurs du top, ce qui est quand même un très très gros, vraiment remarquable. Il est dans le top mondial, je pense, depuis maintenant pas loin de 30 ans. Donc, mais ça, c'est unique. Après, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la génération 1990, au même titre que d'autres générations, mais en beaucoup plus marqué, c'est-à-dire que on a le champion du monde Carlsen, et puis on a eu au total, au moins à un moment, je pense, 4 joueurs dans le top 10, ce qui est juste exceptionnel. Mais ça, c'est une rivalité en fait qu'on a eue dès le départ, c'est-à-dire dans les premiers championnats jeunes. Et ça crée une émulation, et c'est pour ça que certaines générations sont beaucoup plus fortes que d'autres. La génération 89 n'a absolument rien donné. Alors je crois qu'il y a j'exagère, il y a un joueur qui doit être, on va dire, proche du top 10 en ce moment, mais c'est tout. Au contraire, la génération 87, à un moment, avait beaucoup de joueurs dans le top 10. Maintenant, on n'en a sans doute plus beaucoup. Il y a la génération 83, dont faisait partie Étienne, notamment avec Grichouk et d'autres joueurs, Dominguez. Donc, pas mal de joueurs qui ont fait top 10. Voilà. Mais c'est vrai que 90, de cette manière-là, est unique. Il faut peut-être remonter à 76 pour avoir une génération comparable. Ou 75, je ne sais plus. Je m'y perds un peu dans les années, mais je crois que c'est 76, la génération Kramnik.
Et qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as eu, déjà, tout simplement, pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé autant aux échecs depuis tout petit, que c'était tellement, comment dire, j'imagine, un coup de foudre que tu es décidé d'en faire littéralement ton métier? Et qu'est-ce qui te passionne, en fait, finalement, et qu'est-ce qui t'a passionné depuis le début dans les échecs? Ouais, alors ça, c'est dur à dire, parce que tes motivations quand tu as 6 ans sont pas les mêmes que quand tu as 25 Justement, c'est ans. ça qui est fou, ouais. Ouais, donc bon, bah, je me suis pris de passion pour le jeu, et c'est vrai que de manière générale, on va dire ce qui n'a pas changé, c'est mon appréciation de la beauté de certaines positions, certains coups, certaines idées, qui fait qu'on est toujours à la recherche de quelque chose, je suis toujours à la recherche de m'améliorer, je suis toujours à la recherche justement de ces belles idées. Si je fais une belle partie, enfin ce que je vais considérer être une belle partie, je suis content. Si je vois une belle partie, je vais être content. Évidemment, si toutes mes parties vont se résumer à de la prépa avec l'ordinateur, réciter des coups et sans rien montrer de nouveau sur l'échiquier, si c'est ça qui se passe, au bout d'un moment, j'allais être lassé. Donc voilà, mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Après, il y a aussi un esprit de compétition à avoir, mais ça, c'est dans tous les sports. Et voilà, j'ai décidé de en faire mon métier déjà quand j'étais à peu près sûr d'avoir, on va dire, la sécurité financière. Je voulais pas avoir à batailler sans certitude, ou alors j'aurais été prêt à faire le test, on va dire, pendant 1 ou 2 ans. Mais si je perçais pas, là, ça aurait été compliqué. J'aurais conservé ça comme hobby, mais j'en aurais pas fait ma profession. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a le challenge aussi de se mesurer au tout meilleur joueur du monde, et puis la volonté de devenir le meilleur également. Voilà, et sinon, juste pour rapidement revenir sur le précédent point, là, sur l'âge des joueurs, l'âge où on atteint leur top, je pense qu'en général, on atteint on va dire, entre 25 et 35, et généralement, enfin, un des critères qui fait qu'un joueur va vraiment baisser le pied, c'est au moment où il s'aperçoit que, par exemple, je veux être champion du monde, je peux plus l'être. Tu le sens que tu peux plus l'être, et du coup, tu perds en motivation. T'as plus la même envie de travailler dur, puisque voilà, c'est un budget, c'est un travail dur au quotidien. C'est évidemment des compétitions tous les mois ou tous les 2 mois. Et bon, voilà, pour certains joueurs, ça va être soudainement, il y a peut-être d'autres priorités qui vont passer. Donc, fonder une famille, peut-être voilà, continuer à jouer, mais en mode plus cool et moins intense, puisqu'il y a une usure physique évidemment des 5-10 années au top mondial. C'est très très dur, très très dur physiquement de tenir le rythme, et voilà, et souvent le déclin est beaucoup plus abrupt qu'il ne pourrait l'être, et il y a quelques joueurs qui se sont retrouvés on va dire top 5 mondial à fini plus aucune chance enfin on va dire, évidemment sur leur talent pur il reste au-delà des 2700, donc on va dire top 30. Mais voilà, plus aucune influence, on va dire, sur le cycle mondial, ce qui est voilà, la fin pour eux de leurs espérances échiquiennes. Et à quoi est-ce qu'on voit, quand on est joueur d'échecs professionnel, à quoi est-ce qu'on voit que, d'accord, je ne serai jamais le meilleur du monde, je ne pourrai jamais battre cette personne? À quoi est-ce que vous le réalisez, ça? Pour le moment, je ne l'ai pas encore réalisé, heureusement. Mais oui, mais pour certains joueurs, justement, c'est difficile d'avoir ce process, puisque je ne l'ai pas encore, et j'espère encore devenir champion du monde, et je pense avoir une chance réelle de l'être. Mais pour certains joueurs, oui, il y a parfois ça peut être le poids, on va dire, des confrontations avec le champion du monde actuel, et ils savent que voilà, ils sont inférieurs, et ça demande trop de travail de passer les échelons déjà pour réussir à obtenir le match, et même une fois que le match est fait, ils savent que leurs chances sont trop faibles. Voilà, il y a l'usure physique. C'est vrai que, encore une fois, être dans le top mondial depuis 10 ans, alors moi ça fait que 6 ans, mais être dans le top mondial depuis 10 ans, devoir affronter les mêmes adversaires qui sont toujours au taquet et ne pas réussir justement, réussir à se maintenir, mais sans être, on va dire, une menace, c'est un peu embêtant. D'un côté, tu vois que tu progresses plus, et tu vois d'autres joueurs arriver à fond la caisse
et être ceux qui posent les véritables problèmes, le véritable challenge. Et au bout d'un moment, t'arrêtes les frais, tu sais. Voilà, et en fait, c'est au moment où ça devient un métier alimentaire qu'il faut se poser des questions. Ouais. Voilà, Et parce que évidemment, tu continueras à gagner confortablement ta vie, mais pas plus. Et alors après, par exemple, pour revenir à l'exemple d'Anand, alors il était challenger au titre mondial en 2014, mais je pense qu'il a abandonné tout espoir de... Enfin, il a été champion du monde entre 2008 et 2013, hein, bien sûr. Il a perdu son titre en 2013, il a été challenger en 2014. Depuis, il semble assez clair qu'il ne sera plus candidat au titre mondial, mais il arrive à se motiver encore. Et ça, c'est une des forces de certains joueurs, d'arriver à trouver de nouveaux challenges, même quand clairement, alors bon, évidemment, il joue à l'économie, hein, c'est-à-dire clairement, il est moins investi dans ses parties qu'il ne pouvait l'être il y a 15 ans, ou même il y a 10 ans, mais il continue quand même malgré tout à se battre à armes quasi égales avec le top 10 mondial. Il doit être 15e mondial, et il était dans le top 10 récemment encore. Et justement, est-ce qu'il y a dans le métier, tu dis que, comment dire, tu as commencé à vraiment t'y mettre quand tu as réalisé que tu pourrais gagner ta vie et en faire ton métier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde des échecs à ce niveau-là? Alors, il y a suffisamment d'argent, mais on va dire que pour vivre très confortablement du jeu, il faut être dans le top 10 mondial. À partir de là, oui, les revenus annuels sont au moins à 6 chiffres, surtout que les revenus ont quand même augmenté ces dernières années, puisqu'il y a des nouveaux cycles, des nouveaux sponsors qui arrivent, puisque les échecs ont pris un coup de boost en termes de popularité dans beaucoup de pays. Et voilà, donc clairement, oui, top 10 mondial, tu vis très confortablement. Et quand tu évolues dans un sport où il y a un véritable phénomène, donc comme tu disais, le champion du monde Magnus Carlsen, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il réussit à être continuellement, on va dire, au top, sachant qu'il a toutes ces distractions, on va dire, il avait des campagnes avec G-Star, on en parle aussi de temps en temps dans la presse People, il y a un peu, enfin, on a vraiment l'impression que dans le monde des échecs, c'est un phénomène, mais pas dans le sens purement du point de vue des résultats, mais aussi dans ce qu'il fait par sa personnalité. Oui, bien sûr. Alors déjà, d'une manière générale, il a une compétitivité extrême. C'est un de ses énormes points forts. On va dire, même en comparaison des autres joueurs du top mondial, il déteste la défaite, il va tout faire pour l'éviter. Donc voilà, son challenge, c'est clairement de rester champion du monde. Et je pense surtout maintenant, alors c'était peut-être moins le cas il y a 2 ans, mais je pense maintenant que si un jour il est détrôné, il va plus ou moins raccrocher. Il va pas. Enfin, c'est ma conviction. Après, je me trompe peut-être. Et ce qu'il en avait même parlé plus ou moins. Enfin, c'est sa sœur, je crois, qui avait dit qu'il avait envisagé cette possibilité. Et je pense que plus les années vont passer, plus ce type de prédiction risque de se révéler vrai. Parce que, après tout, il est numéro 1 mondial depuis 10 ans, il est champion du monde depuis 7 ans. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, ce qu'il maintient, c'est peut-être ce challenge de rester. De rester l'homme à battre. L'homme à abattre. Et il sait que, voilà, il veut se confronter aux nouvelles générations, c'est ça son challenge. Donc après, comment il y arrive? Alors, il a une condition physique impeccable. Il joue très très bien, il comprend très bien le jeu, il fait de manière générale moins d'erreurs que les autres joueurs et donc souvent il a réussi à avoir des périodes de dominance qui ont été rarement vues en compétition, surtout à une époque où quand même le niveau de jeu est de plus en plus élevé de par l'apport des ordinateurs. C'est vrai qu'en termes à dire, voilà, encore une fois, on ne peut pas comparer le jeu d'aujourd'hui à celui d'il y a 15 ans. Parce que, évidemment, bon, c'est comme raquette en beau, tennis, etc. Matériel, les chaussures pour les sprinters du 100 mètres, etc. Ou les vélos pour le cyclisme. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que, voilà, si on devait faire une comparaison purement technique, c'est vrai que le niveau de jeu, on va dire, même peut-être du 50e mondial aujourd'hui, est au moins comparable à celui du numéro 1 mondial il y a 20 ans. Voilà. Et donc c'est devenu plus exigeant, mais évidemment, on a plus de matériel pour répondre à cette exigence.
Et il t'a battu, tu l'as battu aussi. Qu'est-ce que ça fait quand tu te retrouves face à lui? Parce qu'en plus, vous vous côtoyez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a, enfin, tu passes en mode compétition et en dehors, ça se passe plutôt bien entre vous? Comment ça se passe exactement? De manière générale, alors il y a quelques très rares exceptions près, ça se passe très bien entre les joueurs, il y a une sorte de respect mutuel, c'est-à-dire qui, par exemple, peut se sentir, alors, si je pense à l'exemple typique, c'est Djokovic, Federer, Nadal, voilà, il y a un respect mutuel entre ces joueurs et c'est le même cas pour nous, on sait l'exigence du jeu, on sait reconnaître nos compétences mutuellement et donc voilà, même si certaines personnes on va avoir moins d'affinité, voire aucune affinité, il y a un respect qui fait que tout reste au minimum cordial et parfois proche de l'amical. Après, en partie, évidemment, on dissocie complètement et il y a un fight qui s'engage. Et il y a certains joueurs qui sont plus compétitifs que d'autres, et donc, par exemple, Carlsen. Et donc, contre eux, il est important d'élever son niveau de compétition. Évidemment, pour ne pas finir écrasé. Par la machine norvégienne. Et est-ce qu'il y a justement, pour faire écho un peu à tout ça, des joueurs, même au plus haut niveau, qui vraiment font consciemment des mind games, c'est-à-dire, bon, pas non plus du trash talk, mais qui, comment dire, qui essaient de te bousculer un petit peu, et un petit peu comme un Mohamed Ali en boxe, de prendre l'avantage par des méthodes qui ne sont pas les échecs purs et durs, mais pour te déstabiliser? Ou alors, chacun va avoir ses propres méthodes. Alors, il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'empêcher, qui ont des tics nerveux pendant les parties. Ça peut être des bruits, ça peut être des mimiques. Moi, j'essaye de rester le plus impassible possible, ne pas laisser transparaître trop d'émotions. Notamment, en fait, la difficulté, c'est quand les positions sont assez compliquées à juger. Parce que si on est vraiment perdant, ça sert à rien de le cacher. Ton adversaire, il le sait. Ouais. Si tu es gagnant-gagnant, bon, pareil, ça sert à rien de le cacher. Bon, là, tu vas pas lever les bras au ciel à moins d'avoir gagné le titre mondial. Mais de par un pur respect, encore une fois, envers son adversaire, voilà. Donc, au même titre que, voilà, évidemment, par exemple, Federer, il tombe sur le gazon de Wimbledon uniquement quand il gagne le tournoi. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que dans les situations pas claires, on ne sait pas trop comment juger la position, on ne sait pas comment l'adversaire se sent, ou on essaye de le ressentir. C'est là que c'est important de savoir ressentir si l'adversaire se sent en confort, à l'aise, ou au contraire s'il se sent en difficulté. Et nous, moi de même, je peux être en difficulté, mais essayer de pas trop le montrer. Si je suis confiant, je vais essayer de pas trop le montrer, un petit peu, mais pas trop, pas aborder, pas montrer une confiance trop éclatante. Voilà. Donc après, il y a aussi tout un aspect pendule, puisque les échecs sont un jeu, encore une fois, où il y a un temps limité, même s'il y a beaucoup de temps, on va dire, en partie longue. Après, il y a les parties plus rapides, où là, il y a tout un autre process qui se met en route. Mais on va dire, même sur des parties longues, c'est possible de jouer plus vite pour mettre la pression sur l'adversaire. Certains joueurs aiment prendre tout leur temps et puis se retrouver, on va dire, dans les derniers coups, avant un contrôle de temps, à jouer des coups très rapidement parce qu'ils ne se sont pas laissé le temps. Donc voilà, il y a un équilibre à avoir. Voilà, il y a les joueurs qui aiment se lever, ça c'est mon cas, j'aime bien, une fois mes coups joués, pouvoir voir les autres parties, pouvoir me reposer en salle de repos. Et voilà, bon, maintenant tous les joueurs au top mondial sont rompus, c'est-à-dire si un joueur se lève à chaque coup, etc., ils vont pas prendre ça pour une marque de mépris du tout, ils vont pas le prendre personnellement, ils vont pas se déconcentrer à cause de ça. Voilà. Par contre, évidemment, ce que j'évite de faire, c'est me lever, revenir à la chaise une minute plus tard, puis me relever 30 secondes plus tard. Ça, c'est pas très cool. Ou alors aussi un truc qui est très désagréable pour l'adversaire, c'est par exemple, tu te lèves, alors ça c'est quasiment interdit au niveau de l'éthique, c'est tu te mets derrière l'adversaire. Ou alors, ouais, mais ça à plus petit niveau. Au top niveau, jamais ça arrive, sinon tu te prends le coup de coude, quoi. Enfin, pas le coup de coude, mais tu te fais gentiment dire par l'arbitre, directement. Voilà. Mais sinon, ce que tu peux faire, mais que tu fais pas en général, c'est tu campes
juste derrière ta chaise, tu es debout avec les mains sur la chaise, tu vois, tu mets la pression sur l'adversaire. Ça, tu peux le faire une fois pendant la partie, mais tu vas pas le faire répétitivement. Ouais, faire le papa, quoi, un peu. Voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait il y a eu un vrai boost ces dernières années sur les échecs en termes de tout, de sponsors, d'exposition. C'est dû à quoi, ça? Alors déjà, il y a un effet de mode, c'est clair, qui a joué. Il y a évidemment l'exposition qu'a pu avoir Magnus Carlsen. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'exposition qu'ont eu les échecs, par exemple, pendant la guerre froide, pendant le match Fischer-Spassky, où là, c'était un événement mondial. Et il y a certains pays qui s'y sont mis très sérieusement aussi avec, en quelque sorte, le même projet qu'il y avait pendant la guerre froide, c'est-à-dire la domination. Le sport peut servir à la politique, et les échecs, c'est vrai que voilà, a cet aspect à la fois sportif, cet aspect intelligence, même si bon, parfois c'est un peu surjoué, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence qu'on a aux échecs n'est pas la même qu'on puisse avoir dans la vie ou dans d'autres domaines, et réciproquement. Peut être quelqu'un de très intelligent et complètement nul aux échecs. Hein, ça. Des exemples, je les dirais pas. Mais et donc oui, donc ce vecteur politique est utilisé aussi, et donc par exemple la Russie n'a jamais abandonné, mais alors les États-Unis, on ne sait pas, parce que c'est l'œuvre aussi d'un mécène qui adore les échecs, qui est milliardaire, et donc forcément il a apporté, on va dire, au moins 50 millions de dollars en 15 ans, donc maintenant peut-être 100 millions de dollars. Ah oui. Au bout de 10 ans, dans les échecs américains. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se ressent. Et donc là, ils ont des candidats aux titres mondiaux, ils ont d'autres joueurs qui peuvent au top niveau, et d'autres, et la relève qui arrive. Donc il y a l'Inde, il y a la Chine. Voilà, la Chine, donc la Chine, ils ont visé le tennis de table pendant des années, et puis ils continuent. Ils commencent à viser d'autres sports, et puis les échecs, ils ont commencé à le viser il y a maintenant 20 ans. Et c'est clair qu'il y a un support gouvernemental qui fait que... Voilà, et donc les échecs, au final, ont fini par gagner en popularité auprès des différents pays. Voilà, on va dire, c'est vrai que le top niveau est devenu plus jeune, donc plus facile de faire un peu de hype autour, et puis ça joue. Bon, on n'est pas au niveau médiatique du foot ou du tennis, et on ne le sera jamais, enfin probablement, mais on a gagné entre guillemets des parts de marché. Oui, c'est vrai, parce que mine de rien, sur Internet et YouTube particulièrement, c'est vrai que c'est assez frappant de voir des espèces de mini-clips avec des titres hyper putaclic sur des parties d'échecs ou des extraits avec Carlsen ou d'autres joueurs. C'est vrai que c'est super étonnant. Ouais, mais alors ça, c'est vrai que, encore une fois, alors là, les échecs sont parfaitement adaptés à la plateforme Internet, que ce soit pour les retransmissions de tournois live avec des commentaires, et là, il y a plein de plateformes qui offrent du super contenu accessible à tout le monde, et ça aide évidemment à la reconnaissance du jeu. Et oui, il y a maintenant, on va dire, le métier de streamer qui apparaît. Donc il y a Kevin Bordy en France, Blitzstream, qui s'est créé sa communauté au fil des années, et qui aussi apporte un gain de popularité aux échecs non négligeable, c'est-à-dire dans le sens où ça m'arrive maintenant assez régulièrement d'être connu dans la rue, enfin, on va dire, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines ou quelque chose, et on va dire dans 90% des cas, même un peu plus, si je dis tu connais Blitzstream, la réponse c'est oui. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Et dernière question. Allez-y. Pour moi, il y a aussi, j'ai cru avoir compris que, au-delà du fait que tu es ultra haut classé dans les échecs, disons entre guillemets normaux, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait la distinction. Cadence normale, oui. Voilà, et tu as aussi une spécialité, si je comprends bien, qui est les échecs en partie rapide. Et quelle est la différence dans l'approche et dans la manière dont ça se passe? Et quelles compétences il faut en plus qu'il n'y a pas dans les échecs normaux? Ouais, alors pour faire un rapide topo, donc il y a les parties longues, la moyenne ça va être 4 heures, et sur des parties qui peuvent durer 6 voire 7 heures. Il y a les parties rapides qui vont durer grosso modo 1 heure,
et il y a les parties blitz qui vont durer 10 minutes. Donc après, alors partie rapide, j'ai développé entre guillemets cette facette récemment. À un moment, c'était quasiment ma pire cadence, parce qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que les parties sont trop longues pour jouer, pour mettre la pression sur l'adversaire, pour jouer des pièges basiques, parce que l'adversaire a quand même le temps de les éviter, mais pas assez, mais trop rapide pour avoir des idées vraiment profondes, des idées vraiment originales. Ouais. Et donc, voilà, il y a le risque de jouer trop rapidement, il y a aussi le risque de jouer trop lentement. Donc, c'était une cadence que je considérais un petit peu bâtarde dans ce sens-là. Même si, évidemment, elle a ses intérêts et, mine de rien, ça reste une partie beaucoup plus rapide. Donc, il y a quand même moyen de mettre des pressions sur l'adversaire. Et les parties blitz, donc là, c'est, on va dire, 10 minutes en tout pour la partie. Et là, vraiment, ça va être un combat d'instinct. Et donc, c'est là qu'il y a des différences parfois marquées, on va dire, entre sur les meilleurs joueurs de parties rapides sont généralement de très loin les meilleurs joueurs de parties longues. Pour les parties blitz, c'est aussi le cas, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire pour certains joueurs qui parfois sont lâchés par leurs instincts, qui ont trop l'habitude de calculer les trucs pendant les parties longues et qui ont du mal à se fier à leurs instincts. Et au contraire, il y a des joueurs qui ont des très bons instincts ou alors qui ont façonné leur jeu de telle manière qu'ils sont plus efficaces en blitz qu'en partie longue. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi, comment dire, une part, et quelle est cette part de créativité aux échecs? Parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y en a, mais comme c'est énormément de calcul, c'est énormément aussi de préparation sur certains coups, etc. J'imagine qu'il y a aussi une grosse visualisation de toutes les possibilités de coups qui peuvent se jouer à partir d'une certaine position, etc. C'est quoi la part de créativité aux échecs? Ouais, c'est réduite, évidemment, c'est à cause des ordinateurs, ça c'est le gros point négatif des ordinateurs, mais encore une fois, s'il n'y avait plus rien à trouver aux échecs par soi-même, j'aurais arrêté. Donc il y a encore une part de créativité. Il y a encore la satisfaction soit de trouver des nouvelles idées, soit d'appliquer des nouvelles idées, mais de manière subtile, donc de combiner des nouvelles idées. Et parfois ça fait des beaux schémas qu'on trouve. Et oui, donc ça joue, parce que par exemple, c'est vrai que bon, c'est de plus en plus rare parce que les ordinateurs sont de plus en plus puissants, mais c'est vrai qu'à une époque, trouver une nouveauté, une idée que l'ordinateur ne recommande absolument pas, mais qui se révèle très forte et qu'on peut vérifier avec l'ordinateur, ça apporte une satisfaction. Et trouver des beaux coups en cours de partie qui vont être ratés par l'ordinateur, parce que on part sur des conceptions très profondes là. Et même si on sait qu'on ne battrait pas l'ordinateur, même s'il rate cette conception, parce qu'après, la différence en termes de puissance de calcul va être trop énorme derrière, mais on a l'impression de dépasser l'ordinateur, même si c'est sur l'espace d'un ou deux coups. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi. Et là, donc voilà, je vais passer à la fameuse question pour la suite là, de ta carrière et les mois qui arrivent. Tu disais tout à l'heure à Ross que justement, toi là, tu penses toujours pouvoir accrocher le fameux titre mondial. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver pour toi ces prochains mois et sur quel point va se faire quelque part soit le déclic ou la différence qui faisait que sur les dernières compétitions, justement, tu étais deuxième, troisième et là, tu vas pouvoir justement tamponner le titre, tout simplement. Bon, alors déjà, j'ai eu un coup de bol, parce qu'il y a le tournoi des candidats à 8 joueurs qui permet de qualifier pour le titre mondial. Et je m'y étais jamais qualifié, ce qui était une anomalie. Et donc cette année encore, j'y étais pas qualifié, mais j'ai récupéré une place en dernière minute. Et donc là, on a pu jouer la première partie du tournoi des candidats. Il a été interrompu en raison de la situation sanitaire. Et en fait, de la fermeture des frontières en Russie, ce qui faisait que si on continue le tournoi, les joueurs ne pourraient peut-être pas rentrer à bon port. Donc là, actuellement, je suis en tête du tournoi. Donc j'ai réussi, on va dire, à saisir cette opportunité. Maintenant, il reste une moitié de tournoi à jouer, donc clairement, c'est l'objectif des prochains mois. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas de calendrier, on n'a pas d'échéance, puisque le tournoi reprendra quand toutes les frontières seront ouvertes. Et comme un des joueurs est américain, notamment, on peut s'attendre à ce que ça prenne pas mal de temps. Donc, bon, en tout cas, je pense que l'horizon, c'est pas avant septembre. Et septembre,
je pense que c'est une vision optimiste des choses pour la reprise de la compétition, puisque on ne peut pas finir la compétition en ligne. Ça n'aurait pas de sens. Ouais. Ce serait, en fait, ce serait vraiment, ça a été discuté, hein, mais ce serait vraiment, on va dire, l'option en catastrophe, quoi. S'il n'y a vraiment aucune autre solution, ce serait l'option finale. Mais donc non, le tournoi va reprendre une fois que les frontières seront toutes ouvertes. Donc ça peut être en septembre, ça peut être l'année prochaine. Là, on ne sait pas. Mais de toute façon, oui, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que ce tournoi des candidats, il y a seule la première place compte. Donc il faut le gagner. Et si je le gagne, là, je joue le match pour le titre mondial contre Magnus Carlsen. Mmh. Et toute dernière question, t'es français, est-ce que tu apprécies cette relative tranquillité en étant en France, alors que c'est vrai que dans d'autres pays, comme tu disais, ils ont développé des structures et élevé finalement les échecs au rang de quasiment de sport pour la propagande et puis pour aussi un petit peu la communication internationale. Est-ce que toi, tu aurais aimé être dans un pays justement qui avait tout un système comme ça, ou alors en France, le fait que tu puisses rentrer être tranquille, de te dire il y a une fois toutes les 2 semaines quelqu'un qui te reconnaît, mais tu peux être tranquille avec ton masque en période de confinement à te balader, faire tes courses, tu vas être tranquille. Ça, est-ce que tu apprécies? Oui, je pense que j'apprécie. Alors après, par exemple, pour revenir au cas de Magnus, qui est le cas le plus extrême, lui, Ouais. en Norvège, maintenant, il est reconnu dans la rue. On va dire, c'est la première ou deuxième star du pays au max, quoi. Donc oui, il a forcément des sollicitations plus grandes et je pense qu'il a eu des difficultés au début. Maintenant, ça doit faire bien 5-6 ans, voire 7 ans qu'il est dans cette situation-là et donc il s'y est fait et maintenant il le vit clairement bien et arrive à gérer les à côté. Maintenant, oui, c'est une charge supplémentaire au départ, très probablement. Donc, on va dire, c'est vrai que cette relative tranquillité a des avantages non négligeables pour me concentrer sur mes compétitions et sur mes objectifs. Formidable. Et juste, moi, j'ai une dernière question. Et là, Yes. je sais que ça va être presque de la vulgarité de te parler de ça, mais j'ai quand même envie d'avoir ton opinion dessus, sur le chessboxing. Qu'est-ce que tu penses? Et alors, c'est pas du tout une vulgarité, c'est un concept très intéressant. Alors, simplement, je suis trop mauvais en boxe pour m'y mettre, mais il y a un vrai point de comparaison entre les deux sports. Alors, malheureusement, j'étais jamais dispo là quand en France ils ont organisé là, les combats au cabaret sauvage. Mhm. Là, donc j'étais jamais dispo et puis je crois que le dernier en plus a été annulé en raison de la situation sanitaire. Encore une fois, mais ouais, c'est une expérience sympa. Je connais pas mal de joueurs d'échecs qui s'y sont mis un petit peu, ou alors qui avaient de toute façon dans leur bagage de la boxe ou du MMA, enfin des sports de combat. Et donc oui, alors ça fait un show et clairement, bon, c'est pas les meilleurs joueurs d'échecs mondiaux qui vont s'affronter dans le cadre du chessboxing, encore que ça pourrait être une exhibition plutôt drôle. Mais non, mais en tout cas, j'ai toujours, en fait, il y a toujours un sentiment de respect. Alors forcément, les joueurs qui jouent les combats de chessboxing jouent bien moins bien que moi aux échecs. Mais et alors? De toute façon, si je faisais un combat contre eux, je pense que l'issue ne ferait aucun doute. À moins d'augmenter mes capacités en boxe, je serais très mal. Donc, je ne vais pas faire le malin. Mais de toute façon, non, c'est un concept intéressant. Je pense que ça peut aussi permettre de toute façon de faire rayonner le jeu d'échecs. Et je trouve que cette combinaison se prête bien au jeu. Et au final, voilà, tu puises dans tes réserves quand tu fais de la boxe et du coup quand tu arrives sur l'échiquier, il y a une difficulté supplémentaire qui s'opère et puis quand tu boxes, tu peux avoir la partie en tête, donc voilà, il y a tout un combat psychologique aussi qui se met en place. Encore une fois, il y a un vrai parallèle entre la boxe et les échecs et du coup quand c'est lié, les deux sont liés, ça peut donner un beau résultat. Eh bien, formidable. Maxime, merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir. Soit.